tous, bonjour, je vois que les personnes arrivent. Merci de nous rejoindre pour ce direct. Donc c'est un live sous forme de questions-réponses au sujet des sacro-iliaques. Je vous rappelle que nous faisons voter à chaque fois le thème de ce live qui va se faire sous forme de questions-réponses et vous avez voté massivement pour la sacro-iliaque. Donc aujourd'hui, ceux qui ont suivi les vidéos du premier confinement connaissent bien Barbara. Aujourd'hui, Barbara va nous assister. Et Barbara, elle a mis une blouse, un masque, parce qu'elle va faire la sage-femme. Pourquoi Barbara va faire la sage-femme? Parce que quand on parle de sacro-iliaque, eh bien, on pense logiquement accouchement. Parce que c'est un moment où les sacro-iliaques vraiment prennent toute leur utilité physiologique et se mettent en œuvre pour l'accouchement. Après, on a beaucoup d'autres choses à vous dire sur les sacro-iliaques. On attend encore quelques minutes, puisqu'il n'est pas pas encore 5 heures pour débuter. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai habillé Barbie en sage-femme pour nous assister dans cet accouchement que nous allons simuler pour vous expliquer. Donc Serge, tu peux placer le bassin ici. Voilà, alors Serge s'approche un peu. Donc Barbara, je vais l'éloigner un petit peu. Elle va superviser. C'est surtout s'il y a un problème qu'elle interviendra. Sinon, comme les sages-femmes le font. Mais sinon, voilà. Barbara, est-ce que tu peux nous dire bonjour? Est-ce que tu peux nous dire un mot? Oui, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Serge. On vous avait mis une vidéo à voir de l'Université de Lyon 3 qui montait vraiment l'anatomie de la sacro-iliaque avec ses tendons, ses ligaments très importants. Nous, on a un bassin qui est une reproduction en plastique qui n'a pas ses tendons et ses ligaments. Donc, du coup, il a une mobilité qui va être plus importante que le bassin pour de vrai. Voilà. Donc, Serge, montre-nous un petit peu les sacro-iliaques. Donne-nous quelques éléments comme ça. Tu peux le lever peut-être, qu'on voit bien. Voilà. Sacro-iliaque, parle bien fort. C'est cette articulation entre l'os iliaque, ici, et le sacrum. Alors souvent, on confond l'os iliaque et la hanche. Beaucoup de personnes, des élèves, me disent la hanche, ils pensent que c'est toute cette partie-là. Non, ça c'est l'os iliaque. Bien. La hanche, c'est le trou, en fait, c'est l'articulation. Cette articulation sacro-iliaque, chez l'humain habituel, est très peu mobile. On évoque une mobilité de 1 mm, tellement c'est tenu par tous les ligaments, par tous les... Comme les vertèbres. Voilà. Là, ça bouge parce que y a juste une par tige. Par tous les tendons, plutôt. Il y a juste une tige. Voilà. Tendon sacro-iliaque, tendon lombo-sacré, etc. Donc, les trucs bleus, c'est censé être des nerfs. Voilà. Voilà, alors il en manque quelques-uns parce que normalement, il en sort par tous les trous. D'abord, une première réflexion, c'est que il ne faut pas confondre la mobilité du bassin sur les têtes de fémur, antéversion, rétroversion, avec la mobilité, même si elle est très très réduite, de l'articulation sacro-iliaque, du sacrum dans cette articulation, qui, elle, ne concerne que cette toute petite mobilité du sacrum entre les deux os iliaques. Est-ce que tu peux nous montrer comment on peut la toucher sur nous? Est-ce qu'on peut la toucher sur nous? Comment on la localise derrière? On la localise, on la palpe. Oui, comment on peut se la palper? Quand on est en antéversion. Donc là, Serge est en Vajrasana. En flexion de hanche, ici. Vous avez le sillon interfessier. Je prolonge ce sillon sur un os compact qui est le sacrum et j'arrive ici à un petit creux qui met en évidence le petit creux au-delà du sillon interfessier.
Et qu'est-ce qui met en évidence qui ce met en petit creux? évidence l'espace entre le sacrum et la 5e vertèbre lombaire. Voilà, donc en fait, si on reprend sur ça, ça va être ici. Ça va être, je vais sentir ce petit espace entre le sacrum et l'épineuse. Voilà, on va montrer sur le côté. Okay. On va montrer sur le côté en fait. Pourquoi? Parce que c'est un espace creux en fait. C'est une des zones qui va être la plus creuse quand on touche derrière en fait. Parce que là, c'est là où il y a le moins, ça fait un vide en fait, tout simplement. Bon, maintenant, si j'écarte mes doigts. Donc là, Serge, il écarte ses doigts. Je suis dans cet espace. Si j'écarte mes doigts, je vais tomber sur cette petite zone qui est souvent manifestée par des petites fossettes. Voilà, donc là, il écarte ses doigts et il va être ici. Les fossettes de Michaelis. Voilà, fossettes de Michaelis, vous voyez, c'est une zone qui est vraiment creuse, voilà, qu'on va sentir effectivement. Creuse. Et au niveau des fossettes, je vais percevoir les épines iliaques postéro supérieurs. Attends, on va mieux filmer. Voilà. Donc, les épines iliaques postéro supérieurs. Voilà, ça, okay. Les épines iliaques derrière. Postéro supérieur. Postéro supérieur, ça c'est... Oui, voilà, ici. Bon. Donc en fait, on va surtout sentir les deux fossettes de Michaelis qui sont là. On les voit bien sur les bébés. Voilà. Ceux qui ont connu le film avec Mireille Darc, où elle a un décolleté arrière pas possible. Un décolleté un décolleté arrière pas possible qui arrive jusqu'au... Ouais, je sais pas comment on appelle ça, une ouverture de robe derrière jusqu'aux fossettes. Voilà, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Donc c'est intéressant de le remarquer sur soi. On voit ça très bien sur les jeunes enfants qui courent sur la plage. Voilà. J'en étais donc sur cette mobilité de cette articulation. Voilà, bien fort. Hein. Le moment, bien distinguer la mobilité du sacrum entre les ailes iliaques de la mobilité du bassin, antéversion, rétroversion sur les têtes de fémur. Alors, les fossettes de Michaelis, c'est du vide, hein, c'est pas des zones du sacrum. Hein. Non. Un décolleté. Françoise Caquelin qui dit c'est Ah oui, non, mais ça, Françoise, elle rêve d'avoir un décolleté comme ça. C'est bon. Ça, faut venir aller à une soirée. Hein. Oui, mais en ce moment, on ne sort pas beaucoup. Hein, c'est ça un peu le problème. Il faut attendre cet été maintenant. Bon, donc... Donc, en fait, tu nous disais qu'il ne fallait pas confondre la mobilité du bassin avec la mobilité du sacrum. Exactement. Parce que le sacrum, il bouge pas beaucoup, en fait. Hein. Tout à fait. Alors, aïe, 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 j'ai mal quand j'appuie sur l'articulation sacro-iliaque à droite. Et oui, on y viendra après. Pour le diagnostic, ce sera plus tard. Voilà, on viendra après à ça. Pour le moment, on explique l'anatomie. Un dos nu, mais oui, un dos nu. Oui. Voilà. Merci, vous êtes des puits de science, c'est super. Bon, maintenant, cette mobilité du sacrum entre les os iliaques, elle est très importante au moment de l'accouchement. Catherine va nous réexpliquer pourquoi. Il faut bien que le bébé y sorte. Il faut bien que tu es d'accord, oui, mais encore. Tendons... oui. Alors, les hormones. Les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont énormément d'hormones hein, qui se libèrent dans le sang pour toutes sortes de raisons. Et notamment, il y a des hormones qui vont augmenter la teneur en eau des tendons et des ligaments, mais de tous, pas spécialement de ceux-là, hein, qui augmentent la teneur en eau des tendons et des ligaments, si bien qu'ils vont avoir une élasticité plus importante qu'habituellement. C'est pour ça que les femmes enceintes, elles doivent faire attention aussi parce qu'elles peuvent partir en entorse plus facilement. Enfin, il y a une mobilité qui est plus importante des articulations. Donc ces gros tendons ligaments que vous avez vus sur la vidéo qui sont à l'arrière ont une teneur en eau qui augmente et ils ont une laxité qui se met en place. Alors, quel est le rapport avec l'articulation sacro-iliaque? Eh bien, tout simplement que quand le bébé va s'engager ici, dans le détroit supérieur que je trace ici, il va falloir provoquer une contre-nutation pour augmenter l'espace pour le passage de la tête du bébé. Contre-nutation. Donc là, sur notre modèle, ça bouge. C'est-à-dire le sacrum qui se rapproche du pubis. Contre-nutation. Contre-nutation, sacrum qui se rapproche du pubis. Je précise que sur notre modèle en plastique, ça bouge. Que quand on n'est pas enceinte,
Quand on n'accouche pas, ça bouge pas, ou très très peu, c'est à peine 1 millimètre. Hein. Voilà. Et passage du détroit inférieur. Voilà, une fois que la tête elle a passé. Voilà, que ça a tourné, etc. Et que Une le bébé tête, va c'est prendre appui 10 cm normalement. de diamètre, une tête de bébé. 10 cm de diamètre, hein, c'est pas rien. Hein. Voilà. Donc, une fois que le bébé est engagé dans le détroit supérieur et qu'il va pousser avec sa tête sur le pubis, sur le coccyx, ça va provoquer la nutation, c'est-à-dire le coccyx qui s'éloigne du pubis Pour qu'il puisse sortir par le détroit inférieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nutation contre nutation. C'est un mouvement qui, soit dit en passant, est paralysé quand les femmes accouchent sont en bloquées. Position gynécologique. Ancienne, avec le sacrum bloqué, donc la mobilité est limitée, grandement limitée. Donc, je répète, le bassin, il a 2 détroits. Un détroit supérieur, par ici, un détroit inférieur. Pour que le bébé passe, il faut qu'il y ait une ouverture au début du détroit supérieur. Quand il est engagé, il y a une ouverture qui doit se faire au niveau du détroit inférieur pour le laisser sortir. Nutation contre nutation. Contre nutation, nutation. Quand vous contractez maintenant le périnée de manière volontaire et que vous sentez légèrement le coccyx qui se rapproche du pubis... Ça, on peut le sentir, effectivement. On peut le sentir. Quand on serre vraiment le périnée avant-arrière, on va sentir le coccyx qui bouge un peu, qui peut s'avancer et se reculer, en fait. On peut parler de nutation. Et on peut quand même s'interroger, vu le peu de mobilité du sacrum, si ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau de l'articulation fémur-hanche. Le coccyx aussi, il a une mobilité. Le coccyx a aussi une mobilité. Il y a une articulation entre le coccyx et le sacrum qui est aussi assez figée, mais il y a cette articulation-là aussi qui existe. Hein. Je pense par exemple à ce petit mouvement très, très simple du chapeau rond. Alors, attends, je me recule un peu. Je peux me reculer, moi. Recule un peu, oui. Ce mouvement voilà, très bien. Du chapeau rond. Très bien. Je passe en dos creux. Plus fort, parle bien fort. Je passe en dos creux et maintenant je vais faire une petite contraction du périnée. Immédiatement, le son, parle plus fort, Serge. Immédiatement, je sens que le coccyx est très légèrement tiré entre mes jambes. Tac, et que cette petite contraction du périnée pourrait être le starter, l'amorce du mouvement qui me ferait passer en shadow rond. Et quand je relâche et le ventre et le périnée, à nouveau, je repasse en shadow creux. Alors, on dit qu'on ne t'entende pas beaucoup. Hein. Alors, certaines personnes ne t'entendent pas bien. Je vais répéter. Voilà. Donc, expire. Expiration. Pardon. Contraction du périnée. Alors, là, tu es en shadow creux. Hein. Donc, je suis en shadow creux. On reprend. Donc, je répète. Hein, vous inquiétez pas, je répète tout. Donc, vous vous mettez en shadow creux. Expiration. Non, pas expiration. Shadow creux. Contraction du périnée. Shadow creux. Contraction du périnée. Expire. Expiration. Et poussez. Étirement du tapis entre mains et genoux. Étirement du tapis entre mains et genoux. Ça me fait passer en shadow rond. Cela fait passer en shadow rond. Et je relâche. Relâchement. Ventre et périnée. Ça me laisse passer en shadow creux. Le ventre et le périnée laissent passer en shadow creux. C'est un mouvement qui se fait tout seul. À ce moment-là, si tu veux décrire des trucs, je le fais et tu parles dans le machin parce que... Veut-on parler de nutation contre nutation, ou peut-on parler de nutation et contre nutation, ou simplement d'amorce d'un mouvement qui se met en œuvre dans l'articulation
des hanches dans l'articulation du fémur sur les os iliaques. Voilà, ça c'est des choses qui sont très difficiles. Je ne sais pas si on peut vraiment sentir, en dehors de l'accouchement, cette mobilité du sacrum entre les os iliaques. J'ai des doutes. On a discuté avec un certain nombre de femmes. Certaines l'ont ressenti pendant l'accouchement. Il y a certaines ou qui n'étaient pas sous péridurale, ou parce que c'était le deuxième, troisième accouchement, rarement au premier. Et ces femmes nous ont dit effectivement qu'elles ont senti ce mouvement de contre-nutation-nutation au moment de l'accouchement. Voilà. Donc, problème de... Là, on est sur shadow rond, shadow creux, on est sur un mouvement tout à fait symétrique. Oui. Oui. D'extension de hanche en dos rond, de flexion de hanche en dos creux. Tu veux nous le refaire? Mets-toi plus loin. Comme ça, ça capte mieux. Donc, je refais le chat dos rond, dos creux. Okay. Voilà. Je vais mettre le tapis comme ça. Et là, vous commencez à voir que c'est moi qui ai le truc en main et que le cadrage est nettement moins optimal que quand c'est Catherine. Voilà, recule un petit peu, oui, parce que là, moi, je ne peux pas reculer dans le jardin. Enlève le coussin qui te gêne derrière. Non, non, c'est bon. Comme ça? Ok, ça marche. Donc, tu nous refais, Catherine. Alors, on fait tout bien. Donc, c'est-à-dire Vajrasana. Vajrasana. Traction. Ok. J'améliore l'interversion. Donc là, il faut que je te retrouve, là, parce que mon truc, il se barre dans tous les sens. Et tu peux pas le poser sur... Ça y est, ça va, c'est bon. Ça y est, ça vient, c'est parfait. C'est parfait. Okay. Bon. Montée en dos rond. Passage en dos creux. C'est-à-dire, on fait en réalité une flexion de hanche, une antéversion du bassin. Le sacrum, il suit, là, c'est tout. Maintenant, contraction du périnée qui va tirer légèrement sur le coccyx et être le starter du dos rond. Contraction du périnée, expire. Ça nous aide, ça amorce le dos rond. Et maintenant, on relâche ventre et périnée, starter du dos creux. T'arrives à lire les commentaires? Oui, j'arrive à lire les commentaires. Encore une fois? Bon, encore une fois. Tac. Relâchement du périnée. Ça, c'est pour une prise de conscience un petit peu de ce qui se passe. Mais ça marche aussi parce que je ne suis pas effondrée. Hein. Ça marche aussi parce que tu n'es pas effondré, si absolument. Parce qu'on voit Absolument. on voit souvent ça. Là, ça ne marche pas, hein, parce qu'on est tout dans les épaules. Voilà, on est bien sûr, ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, vous savez que, vous voyez bien d'ailleurs déjà que les mains ne sont pas sous les épaules, mais légèrement en avance, que les cuisses sont verticales. Recule un tout petit peu ton bassin, merci. Voilà. Et les épaules ne s'effondrent pas. Voilà, les épaules ne se fondrent pas. On est dans un travail qui repose sur les appuis. Ok, c'est bon. Bon, alors maintenant, quand on n'est pas symétrique, dans différentes postures, quand on n'est pas symétrique, tu vas pouvoir défaire la posture, Catherine, et revenir prendre l'engin machiavélique qui sert à filmer. Tac. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire une douleur sacro-iliaque ou qu'est-ce que ça veut dire qu'on pose un problème, qu'on est en train de massacrer nos sacro-iliaques? Je vais vous donner un exemple. On entend bien, pas trop loin. Je vais vous donner un exemple. Va pas trop loin. Dans une posture debout. Donc, dans une posture debout, un exemple, par exemple, dans Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1. Donc, Virabhadrasana 1.
Connexion pas très bonne. Pour nous, ça marche bien. Hein. Je pense que c'est isolé. Alors, Virabhadrasana 1. Voilà, donc Serge a pris appui sur la jambe avant. Quand on pense qu'il faut absolument avoir le pied ouvert, ouais, voilà. Le pied arrière ouvert, la jambe tendue. Et noir sur noir, on ne voit pas. Il faut enlever tes chaussettes. Donc, je vais enlever mes chaussettes. Enlève tes chaussettes. Ah. Voilà. Donc, Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1. Donc là, tu le fais comme tu le recommandes pas, en fait. Comme je ne le recommande pas, quand on ne peut pas le faire comme ça. Voilà. Jambe tendue qui va projeter les côtes. Donc, vous voyez, la jambe tendue, elle projette les côtes. Pied ouvert. Le pied est trop ouvert. Hein. Pied Ça, il ouvert, fait ce qu'il ne faut pas faire. Et qui met mon bassin de travers et que je veux me redresser. Et qu'en plus, je veux faire un truc joli comme ça. Alors là, ma sacro-iliaque gauche, elle n'aime pas du tout. Elle n'aime pas du tout parce que mon bassin n'est pas du tout, mes hanches ne sont pas du tout dans une position symétrique. Alors, je vous en prie, torse nu des quand pieds. ça n'est pas possible, compte tenu de l'état de nos pieds que nous avons constaté récemment. Oui, ça, les pieds. Alors, on a été surpris. Oui, les pieds. Compte tenu de l'état des pieds. On a été étonnés de toutes les photos de pieds que vous nous avez envoyées. Serge demande si ça va marcher pareil avec la poitrine, le prochain post. Et... Oui, on parlera des poitrines tombantes et des poitrines. Bon, alors, vous voyez, là, Serge, il le fait bien. Il a le pied avant dans l'axe. Le pied arrière, il est dans son axe aussi. Il a le genou fléchi. Laisse-moi commenter. Laisse-moi commenter. Et je montre. Et là, vous voyez, le dos, il est tranquille. Il n'est pas en projection de côte. Et mes deux hanches sont au même niveau. Voilà. Et je ne perturbe pas l'articulation sacro-iliaque. On voit bien, ici, la sacro-iliaque, tout ça, c'est tranquille, en fait. Hein, c'est bien aligné. Alors que s'il se met à tendre le genou... Non, je ne veux pas le faire. Tu ne veux pas le faire. En tous les cas, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Ok. Donc, en fait, c'est toujours très difficile de savoir, effectivement, d'où vient la perturbation. Est-ce que c'est un mauvais placement du bassin? Est-ce que c'est un problème de lombaire? Est-ce que c'est un problème de hanche? Parce que ce point que Patricia nous a indiqué qui est douloureux, on ne va pas forcément savoir la cause. Ça peut très bien être un pincement discal au niveau L5-S1, L4-L5. Voilà. Là, personne ne peut savoir ce que c'est comme ça. Même un ostéopathe, hein, on peut pas forcément savoir exactement quelle est la conséquence de la douleur. Par contre, quelle est la cause? Par contre, dans tous les cas, il faut chercher à améliorer le placement du bassin et des lombaires. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est pour ça que pour prendre Virabhadrasana 1, on vous proposera souvent... Voilà, regardez la proposition de Virabhadrasana 1, où il part vraiment de face. Non pas de reculer le pied. Voilà, c'est pas reculer le pied. Mais de se pousser en arrière, voilà, pour que ce soit le bassin qui recule. C'est la jambe avant qui pousse en arrière. La jambe avant qui pousse en arrière. La jambe avant pousse en arrière. Et là, du coup, les deux pieds sont bien dans l'axe. Donc, en fait, il y a plein de choses dans la façon de prendre les postures où nous, on va tenir compte justement des problèmes de dos, tout simplement. Et on va tout faire en sorte, avec les indications, la mise en œuvre de la prise de posture pour que le bassin reste de face, pour qu'il n'y ait pas de porte-à-faux au niveau de l'articulation en elle-même, de sacro-iliaque, si ça existe, ou simplement au niveau des lombaires. Alors, il n'y a pas vraiment de questions, hein. Donc, c'est quand même l'idée de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je les vois sur l'écran quand je filme. Uttanasana. Voilà, Uttanasana. Uttanasana. La pince. Ça, c'est un grand classique. Hein, beaucoup de problèmes dans cette posture. Tac. 65 personnes qui nous regardent, Serge. Vous imaginez que si Uttanasana n'est pas produit par une flexion de hanche, vous voyez à quel point les vertèbres lombaires se dissocient. Alors jamais autant, parce que heureusement il y a des tendons qui sont mais il y a des ligaments qui sont extrêmement puissants. Mais ça montre en fait la traction qui s'exerce. Et que si on force
pour descendre la poitrine sur les jambes dans ces positions-là, à un moment donné, on va forcer sur les articulations sacro-iliaques aussi. Si l'antéversion ne se fait pas, si la flexion de hanche ne se fait pas, vous allez forcer aussi sur l'articulation. Vous allez abîmer, massacrer ces articulations-là. Que ce soit en Uttanasana ou en Paschimottanasana. Oui, dès qu'on est sur une flexion. Dès qu'on est en flexion. Alors là, on peut revoir notre live que nous avons fait sur la flexion lombaire avec ou sans contrainte. Voilà. Si on continue sur une autre posture, Virabhadrasana 2. Donc là, Serge vous propose Virabhadrasana 2. C'est aussi une posture où on peut mettre en porte-à-faux les sacro-iliaques. Si le mouvement ne se fait pas sur le fémur, le mouvement doit vraiment se faire sur le fémur. Le bassin passe au-dessus du fémur. Si le bassin ne passe pas au-dessus du fémur, et qu'on est comme ça, le bassin doit passer au-dessus du fémur. Mon Dieu, il faudrait être tout droit, et qu'on se redresse pour être dans l'apparence. Là, je pince, bien sûr. Voilà, là, il pince. Je fais une flexion latérale de ma colonne vertébrale, mais sans étirement, je pince. Mais je vais aussi massacrer mes articulations sacro-iliaques. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on explique, justement, comment le fémur passe. Alors, il faudrait nous montrer avec le squelette, parce que ça, c'est une donnée très importante, de bien comprendre, justement, comment doit passer le fémur quand on fait cette posture, par exemple. Dans cette posture, le bassin doit passer au-dessus du fémur, au-dessus de la tête de fémur, qu'on doit coiffer complètement. Si ça ne se fait pas, le bassin reste bloqué parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment nos hanches et on va faire une flexion latérale. Le bassin est de travers, les épines iliaques, la ceinture n'est plus à l'horizontale et on va forcer sur la colonne vertébrale et on va forcer sur cette articulation sacro-iliaque. Voilà, donc nous avons un commentaire. Donc si je comprends bien, la fameuse chanson « Laisse mes mains sur tes hanches » n'a aucun sens. Alors, les hanches, ça s'appelle aussi l'articulation coxo-fémorale. Et Adamo, il a confondu les hanches avec les os iliaques, et particulièrement avec les crêtes iliaques supérieures. L'articulation de la hanche, c'est la coxo-fémorale. De la même manière, dans le langage populaire, on dira j'ai mal au rein en mettant les mains ici, sur les lombaires, alors que les reins sont beaucoup plus hauts. Les reins sont très hauts, les reins sont sous la cage thoracique. Mais c'est intéressant de bien comprendre tout ça parce que c'est important. Les hanches, c'est l'articulation coxo-fémorale, on devrait dire. C'est pour ça que même, moi, quand j'enseigne, je dis souvent l'articulation des hanches. Ça n'a pas de sens. Les hanches en elles-mêmes, c'est une articulation. C'est comme de dire l'articulation des genoux, les genoux suffisent. Mais je préfère bien insister là-dessus pour qu'on ait en tête ça et que ce n'est pas l'os iliaque qui est concerné, en fait. Voilà. Donc, Yoga d'Amo. Excellent. Yoga d'Amo. Oui, ça, c'est excellent. Bon, est-ce que c'est plus clair pour vous tous un peu Alors là, la posture fétiche... attends. Oui. Comment mouvoir une sacro-iliaque bloquée? Comment mouvoir, mettre en mouvement une sacro-iliaque bloquée? C'est éviter de la mettre en mouvement déjà. Oui, c'est éviter de la mettre n'importe comment en mouvement. C'est restaurer la mobilité des hanches pour que ce ne soit pas la sacro-iliaque qui fasse le job. Elle doit être fixe, la sacro-iliaque. Elle n'a pas à bouger, en fait. Très peu. Oui, et c'est même pas des mouvements qu'on commande. On parle d'une mobilité de 1 mm. Il ne faut pas aller la chercher. Et de toute façon, on va toujours aller trop loin, en fait. Alors, est-ce que tu peux remontrer Virabhadrasana 2 on peut le redétailler. Virabhadrasana 2. Peut-être avec plus de détails. Parce que c'est très important pour les genoux aussi. Quand vous avez dit que tout se sue, alors là, il faudra développer. Non, mais c'est quelqu'un qui crie, mais c'est pas fini, à mon avis. Vous avez dit que tout se sue. Je pense qu'il y a un coup du correcteur orthographique. Donc ça, je vais vous remontrer Virabhadrasana 2. Après, je laisse en replay. Vous pourrez toujours revoir en replay. Donc, Virabhadrasana 2, si on pense que c'est plier le genou... Ouais, là, on se fait mal.
là on se fait mal. Très souvent on est comme ça, même après des années de pratique on est comme ça. Ou alors on se dit qu'il faut être droit. Là aussi on se fait mal. Et là on se fait mal, je passe ici, dans mes lombaires. Et on peut se faire mal aux genoux aussi. Si, selon la façon dont on va la prendre, quand on a fait mal, ou on pince les lombaires, ou on pince les genoux, ou on fait du mal aux deux. Les genoux et la hanche. Que Virabhadrasana 2 se prend de la poussée de mon pied gauche, ici. Voilà. Que mon pied gauche pousse mon bassin vers la droite. Il faut que ça passe au niveau de la hanche. Mais il ne faut pas que la hanche soit bloquée. Très souvent, il faut chercher ça avec beaucoup moins d'écart et se rendre compte que le fait que mon pied gauche pousse mon bassin vers la droite va amener mon genou droit à se plier. Je suis dans une relation entre mes deux pieds. J'étire le tapis entre mes deux pieds et mon pied gauche est plus fort que mon pied droit. Et donc, je peux aussi placer ma main sur le trochanter et chercher à abaisser le fémur pour que le bassin se glisse au-dessus. Souvent, quand je corrige, quand j'ajuste des personnes dans les cours de yoga, il y a une drôle de surprise parce que ça tire. Et ça peut être un peu douloureux quand on n'a pas l'habitude de ça, quand on a contourné. Question. Alors, question. Vous avez dit que tout ce que les hanches ne peuvent pas faire, c'est la sacro-iliaque qui compense. Exact. Comment savoir qu'on travaille bien correctement au niveau des hanches et non pas en sollicitant mal la sacro-iliaque? Pourriez-vous donner des exemples? Bon, voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, en fait, déjà, il faut savoir où on en est de la mobilité de ses hanches. Absolument. Et tu peux nous montrer un test, par exemple? Tu te mets ou je le fais, si tu veux, je fais la grenouille et... Je le fais. Voilà. Donc, ben, par exemple, en fait, là, on va vous montrer, il faut savoir où on en est de son articulation des hanches, en fait. Donc là, Serge, alors tu me laisses expliquer. Oui. Hein. Des fois, il faut que je le gère un peu. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est un premier test pour savoir où vous en êtes de vos articulations de hanches. Donc là, déjà, vous pouvez constater, les pieds sont dans l'axe, mais les pieds pas dans l'axe. Alors, il y a des gens, regardez sur vous, vous allez avoir les pieds de travers comme ça, et vous pensez qu'ils sont droits. Ça, c'est très fréquent, on le voit en bilan postural. Hein. C'est souvent qu'il y a eu une entorse de cheville ou qu'il y a une hyperlaxité ou qu'on est très forcé dans les postures de yoga. Remettez pieds dans l'axe. Après, il y a des gens, ils ont une hyperlaxité de cheville, soit à cause d'une entorse, soit parce qu'ils ont trop tiré dans des postures comme Padmasana. Et là, vous voyez, Serge, il fait exprès, il met son pied en entorse pour que vous voyez, et il y a un genou qui est beaucoup plus bas que l'autre, mais c'est une illusion. C'est une illusion, c'est parce que la cheville, elle est en entorse. Et du coup, c'est mon genou qui va faire mal. Et voilà, et après, on a mal au genou, on ne comprend pas pourquoi. Donc, remettez pieds comme il faut. Donc, nous, après, on a des exercices... faut venir nous voir aussi, hein, quand vous avez des bobos. Voilà, donc là, ça vous donne déjà... Faut venir nous voir avant d'avoir bobo. Ouais, il faut venir nous voir avant d'avoir bobo. Voilà, là, ça vous donne déjà des possibilités. Il y a des gens, il y a un gros décalage gauche-droite où carrément les genoux ne descendent pas. Là, ça va permettre de tester l'étirement des adducteurs. C'est un test de rotation externe. En adduction. Voilà. Maintenant, on va tester en adduction. Rotation externe en adduction. Voilà. Là, ce qui est important, c'est de bien voir que la malléole, elle sort à l'extérieur de la cuisse. Parce que, pareil, on peut se donner l'illusion, mets ton pied en entorse. Ah, ben chouette, mon genou, il descend super bas, mais le pied, il est en entorse. Alors là, il y a des gens où le tibia va arriver carrément à l'horizontale, et il y en a d'autres, le tibia, si tu peux monter le genou, ils sont comme ça. Et d'autres? Oui, où il n'y a aucune tonicité, et ça part. Voilà. Donc là, tout ça, ça va vous renseigner. Il y a des personnes qui vont avoir un gros décalage gauche-droite. Où à gauche, ça descend, puis à droite, c'est bloqué. Et en très peu de temps, vous voyez la différence entre mes deux jambes. Voilà, tout à fait. On voit que ça s'ouvre plus. Donc, vous voyez tout ça? Vous voyez surtout ça. Oui. C'est descendu d'un étage. La position du bassin à gauche que je n'ai pas travaillé et à droite que j'ai travaillé. C'est-à-dire que tout ce qui ne se fait pas dans la hanche se fait dans le dos.
Ou dans le genou. Dos, dans les sacro-iliaques. Ou dans les genoux. Ou dans les genoux. Ou dans les genoux, en fait. Hein. En fait, donc, c'est même plus vaste que ce qu'on disait, en fait. C'est que, carrément, tout blocage de hanche, la sacro-iliaque, elle subit. Hein, c'est même pas un truc intéressant, la sacro-iliaque en soi. Hein. C'est la hanche qui doit être mobile. Si elle n'est pas suffisamment mobile, c'est le genou qui prend, ou ça pince dans le dos. Éventuellement la sacro-iliaque ou les lombaires. Ça, c'est très important de comprendre ça. Vous devez tester et savoir où vous en êtes de vos articulations des hanches. Trikonasana, puisque je vois une question Claire posée qui sur demande Trikonasana. si c'est le même mouvement d'hanche. C'est pas le même mouvement, c'est toujours, toutes les postures debout se prennent sur des poussées de pieds. Toutes les postures. Mais Trikonasana, voilà comment on peut s'abîmer une sacro-iliaque dans Trikonasana. Donc là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est moche, hein. Franchement, Voilà. il est tout raccourci. Là, je m'abîme une sacro-iliaque parce que je veux toucher le sol, donc je fais une flexion lombaire. Et il veut toucher, Et voilà. Et c'est pas suffisant. Ok. Mon pied avant, pousse mon bassin vers l'arrière. Mon pied droit pousse mon bassin. Voilà, vers le la pied droit gauche. pousse, il y a quand même une autre gueule. Hein. Je m'étire. Et là, vous voyez, c'est pas raccourci du tout ici. Et Hein. ça vient se poser et ça va prendre le temps pour s'étirer. Ça va prendre le temps pour s'étirer. Alors, que fait-on quand on a un gros décalage gauche-droite? Alors déjà, quand on a un gros décalage gauche-droite, des fois, il faut consulter en ostéopathie. On a eu beaucoup de personnes en bilan postural, en fait, on a découvert qu'ils avaient chuté sur le coccyx enfant. Vous savez, les accidents bêtes, enfin, les trucs aussi quand on vous enlève la chaise là pour rigoler, ça c'est catastrophique. Donc vraiment, faut voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là avec un ostéopathe. Après, il faut vraiment travailler le côté le plus faible d'une manière plus poussée et différencier si c'est un problème de souplesse ou de tonicité. Ramener de la souplesse quand c'est raide et de la tonicité quand ça ne tient pas. Pouvez-vous détailler le travail de la hanche avant en Virabhadrasana 2 comme vous l'avez fait pour la hanche arrière? Ah, la hanche avant en Virabhadrasana. En Virabhadrasana 2. 2. La hanche avant, elle est en flexion. Voilà, flexion de hanche. Flexion de hanche en abduction. Et le tibia, il reste à peu près vertical. Hein. Ça, c'est... Bon, vous êtes principalement des enseignants de yoga, ça c'est acquis. Hein. Le genou n'avance pas au-delà du pied. Et je suis musculairement, si je ne veux pas fatiguer mon quadriceps, je suis musculairement en train d'éloigner le genou de mon épaule, ce qui fait que j'ouvre ici mon pli de laine et je ne suis pas fermé au niveau de mon pli de laine. C'est toujours un lien entre les deux hanches. Ah oui, effectivement, la personne qui a un décalage gauche-droite a fait plusieurs chutes en ski. Oui. Alors vraiment, quand il y a des chutes, le yoga ne peut pas tout résoudre. Hein. Quand il y a des chutes, nous on constate aussi beaucoup de personnes qui ont des coups du lapin, qui l'ont complètement oublié parce que le coup du lapin est arrivé à 20 ans, où c'était pas bien grave, mais ça fait des décrochés cervicaux dorsales. C'est pas forcément un accident de voiture, ça peut être une chute sur à le menton. Tac, on se prend un coup sur le menton, tac, on tombe en arrière. Enfin, il y a plein de sortes de coups du lapin qui, s'ils ne sont pas traités, sont nettement visibles, on le voit en bilan postérieur. Voilà, on le voit, et après, effectivement, il faut un ostéopathe compétent, parce que tous les ostéopathes ne le décèlent pas. Ou des fois, il faut leur dire, et à ce moment-là, ils le voient, en fait. Hein. Mais il faut penser aussi qu'il y a des modules d'ostéopathie, des spécialisations pour l'ostéopathie d'urgence, pour voir un ostéopathe le plus vite possible. Souvent, on pense aussi qu'il faut attendre. Mais il y en a qui disent qu'il faut le voir tout de suite. Hein. Ça, après, ça dépend vraiment des... Ça dépend des techniques, tout ça, mais bon. Moi, j'avais une élève à Metz, elle avait fait une spécialisation comme ça, notamment en ostéopathie de sport, pour pouvoir intervenir immédiatement sur blessure, en fait. Hein. Mais ça dépend vraiment des écoles. Ça, c'est le bouche à oreille aussi hein, qui permet de... Un problème récurrent de sacro-iliaque, dans des postures que l'on voit régulièrement sur le net. Ah, le pigeon.
Le pigeon. Ah, mais ça, c'est beaucoup pigeonné. Hein. Le pigeon. Là, c'est la cata, le pigeon comme ça. On est tout de travers. Mais on est content. On ne peut pas le faire parce que l'étirement n'est pas suffisant pour je ne sais quelle raison. Donc on est dans autre chose que... Ouais. Alors, attends un mot. On me dit, Corinne dit que cependant, Iyengar demande de tourner le pied de 35 degrés derrière. Je sais que Iyengar demande de tourner le pied. Mais les gens, ils étaient peut-être en meilleure forme que maintenant, hein, en fait. Si vous regardez dans le livre d'Iyengar, dans la Bible, si vous regardez... alors là, je vais oser. Je vais me prendre des coups. Si vous regardez le pied arrière d'Iyengar dans Virabhadrasana 1, quand le pied est ouvert, pour moi, il y a effondrement de la voûte plantaire. Voilà. Alors, oui, mais comme Iyengar, il est sur son aplomb, il peut faire des trucs que nous... et puis, il était en meilleure condition physique que la plupart des Occidentaux aujourd'hui. Donc, il peut faire des trucs. Les musiciens indiens qui jouent assis par terre, après, ils se relèvent, ils sont sur leur aplomb. Alors là, il y a il y a des commentaires que je ne vois plus à l'écran qu'il faut regarder sur l'ordinateur, Serge. À partir de Anaïs, vous avez parlé du danger de la flexion lombaire en torsion. Eh ben oui, ça aussi, il faut reprendre des vidéos hein, sur le danger des... Serge, tu dis Anaïs et puis Olivia. Alors, je ne suis pas rendu là. J'ai quoi? Il y a Anaïs... Attendez, hein, Tac. Pour Claire, tu regarderas à nouveau dans la vidéo. J'ai montré déjà où ça en est, comment prendre Vira 2. C'est au-dessus, hein, Serge. Hein, c'est au-dessus de Monique. Au-dessus de Monique. Pour prendre correctement le pigeon, Monique, faut vraiment. Il y a des vidéos là-dessus. Non, c'est avec l'abonnement. On n'a pas mis de vidéo gratuite sur le pigeon. C'est quand même un peu... Je fais, dans la vidéo numéro 17 du premier confinement, Monique, je fais la préparation du pigeon jambe arrière. C'est déjà un premier indice. Le petit cloque dans la hanche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas parce que je ne sais pas où est la compensation. Là, il faut voir. C'est une compensation, c'est un cloque dans la hanche. Ça peut être un... Ouais. Ça peut être simplement un petit ressaut, hein, sans aucune conséquence, aucune gravité, mais ça peut être une compensation. Oui, là, on ne peut pas savoir. On ne peut pas répondre à tout, hein. Désolé. Oui, la flexion lombaire en torsion, eh ben, elle peut se récupérer et se répercuter dans la sacroiliaque, bien sûr. Mais bien sûr, puisque ça met en porte-à-faux. Hein. Bien sûr. Mais moi, j'ai une question pour Anaïs, parce que tu parles beaucoup de la sacroiliaque, tu as tout le temps des questions. Est-ce que tu as vraiment un problème diagnostiqué par rapport à cette sacroiliaque? C'est... Alors, la répartition des appuis est fondamentale, ben, bien sûr. Après ça, c'est des sujets sur le pied. Hein. Je suis parfois perdue par rapport à certaines indications secondaires. Ah ben oui, nous, on a une ligne directrice qui peut être différente des autres. Hein, donc, nous, on va préconiser de suivre nos conseils à nous. C'était quoi la remarque? Il y a Daniel qui met que, outre nos commentaires, la répartition des appuis du pied est fondamentale. Mais ça, on a fait on a parlé du pied déjà. Nous, c'est le pied en éversion, en fait. À condition de ne pas confondre appui du pied et poids du pied. Oui. Ça, il faut que le poids du corps tombe dans les talons souvent, mais c'est pas en reculant les épaules. C'est vraiment avec l'éversion du pied, la rotation, le mouvement de rotation interne et le placement des pieds sur les 3 points d'appui. Alors après, bon, tu vois, Corinne, elle est perdue par rapport à certaines indications, ça c'est sûr. Nous, on a une ligne directrice vraiment très, très forte hein, dans ce qu'on dit. On va aussi dire que vous pouvez pas tout faire. Soit vous suivez notre enseignement, soit vous suivez un autre enseignement, mais souvent, c'est pas forcément compatible. Il faut expérimenter les deux, hein. Et voir ce qui convient, plutôt que de suivre des consignes. Moi, je peux dire que j'ai un problème de sacroiliaque gauche, puisque j'ai eu donc cet accident de voiture. Voilà, Serge a eu un accident de voiture à 20 ans, avec une fracture du bassin. Fracture ici et ici. Donc il ne fait pas semblant, Serge. Fracture ici. Bon. Avec impactage, c'était un choc frontal, impactage de l'article de la hanche. Ok. Bon, 3 semaines d'hôpital.
Et Oui. puis on oublie parce qu'on est Puis jeune. tu avais 20 ans, voilà. Voilà. Que fait-on si on a mal? Que faire si on a mal à la sacro-iliaque pour récupérer? Alors d'abord, on va jamais savoir si on a vraiment mal à la sacro-iliaque. Ça, on sait qu'on a mal dans la zone. On ne sait pas si c'est une douleur lombaire basse, ça crée... Enfin, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a mal? Eh bien, tout le travail de chercher l'aplomb, de ramener l'antéversion, la cambrure basse lombaire et le travail des hanches, le travail des jambes. Alors je continue sur mon problème de sacro-iliaque. Oui. C'est quand je marche, pour ça que j'ai tellement travaillé la marche, quand je marche en propulsion arrière, C'est ce qu'on parlait de marche orientale aussi, hein, la marche avec la propulsion arrière. si mon quadriceps n'est pas suffisamment étiré, et il faut que je l'étire souvent, beaucoup, Bah, comme tout le monde, on doit les tirer beaucoup. tous les jours. Hein. si le quadriceps n'est pas suffisamment étiré, chaque pas que je fais va se traduire par Un pincement. un pincement dans la sacro-iliaque. Un pincement dans la sacro-iliaque. Un petit mouvement répété, tout petit, qui va finir par, à la fin de la randonnée, devenir insupportable. Si tu peux nous montrer comment les jeunes serveuses qu'on avait vues, alors, avant, on va dire avant la crise sanitaire, on est allé manger au truc du voyage à Nantes. C'est vraiment un chapiteau, c'est très grand. Et il y a des jeunes étudiantes qui font le service. Donc, c'est des étudiantes qui ont une vie sédentaire souvent et elles font le service, donc elles courent partout. Et on était effarés. Serge va nous faire la démonstration, comment elles marchaient toutes. Comment elles marchent? Eh bien, comme elles doivent se dépêcher, elles marchent comme ça. Parce qu'elles ont les quadriceps raccourcis. Et elles marchent en cambrure haute. en cambrure haute. En cambrure haute, avec une respiration bloquée au niveau de l'estomac. Et un pincement dans le dos à chaque fois, en fait. Hein. Donc, c'est assez terrible. Hein. Mais autre type de marche, puisqu'on est dans les imitations, autre type de marche, cette marche-là, elle n'est pas géniale pour les sacro-iliaques non plus. Oui, ça c'est une marche avec le bassin en avant. Voilà. Ça c'est une marche typiquement occidentale avec le bassin en avant. Entraînez-vous à marcher avec un petit sac sur la tête, un petit sac d'1 kg. Ça peut être un sac de riz, une haltère de cheville, ou jusqu'à 2,5 kg. Ça va vraiment aider à trouver cette marche avec propulsion de la jambe arrière. Donc vraiment, travailler les quadriceps, travailler les jambes. On a laissé les vidéos, on a laissé une dizaine d'heures quand même du premier confinement, où vous avez vraiment beaucoup d'informations. Donc là, il y a une question, il y a une remarque d'Adra. Alors, il faut toujours se rappeler, donc la question... Parfois, quand j'ai vraiment l'impression d'avoir une douleur très importante dans la sacro-iliaque, c'est en plaçant... Ah oui, ça c'est une... Plaçant le bassin en rétroversion que je non. parviens à soulager cette douleur. Bon, puis après, tu confonds. Pour nous, l'antéversion du bassin est une posture correcte, la rétroversion est une posture délétère, sauf que, encore une fois... Mais on va expliquer pourquoi ça soulage. Ça soulage parce que c'est antalgique. Pourquoi c'est antalgique? Parce que ça va permettre d'étirer les petits muscles, les petits paravertébraux qui souffrent des muscles plus profonds. Parce que les muscles plus profonds, tu ne vas pas les sentir, tu ne vas pas savoir. Et ça va soulager sur le moment. Et Dominique Martin, il est très ferme. Ça soulage sur le moment, mais après, ça revient comme avant. Et tu vas entretenir tes douleurs avec la rétroversion du bassin. Nous, vraiment, on déconseille. La rétroversion, c'est toujours mauvais. Mais il suffirait de regarder un petit peu dans les musées la manière qu'avaient nos ancêtres de se tenir. Hein, et de comprendre enfin qu'il n'y a qu'une cinquantaine d'années, depuis l'après-guerre, qu'on nous dit qu'on est trop cambré, en se trompant, parce que le fait d'être toujours assis de plus en plus et d'être assis dans des canapés nous a fait perdre cette antéversion. Alors, Adra, tu peux aller voir les vidéos du premier confinement, les premiers numéros, où vraiment on était orienté sur le problème de télétravail, où beaucoup de gens avaient mal au dos. Donc, on a vraiment donné beaucoup d'explications sur l'antéversion du bassin et des douleurs qui pouvaient être liées lombalgiques. C'est exactement le même traitement que pour les douleurs de sacro-iliaque. Qu'en est-il de la course à pied? Évitez de vous péter le tendon d'Achille, je vais dire, hein, pour les coureurs à pied. La course aérienne, pour nous, c'est un problème.
Beaucoup de gens courent avec le bassin trop en avant. La course, si elle n'est pas faite correctement... Non. De quoi? Ils n'ont pas le bassin trop en avant. Ils courent penchés en Oui, avant. ils courent penchés en avant, pardon. Oui. Essayez de ne pas parler l'un par-dessus l'autre, on ne suit pas le fil. Ah ouais, mais ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est très, très dur. Hein. Ben oui, on fait du direct. Hein. Ouais, ça, c'est très dur. Et voilà, donc ça, c'est très, très dur de ne pas parler ensemble, en fait. Voilà. Après, on laisse en replay. Hein. Pour ce qui concerne la course à pied, il y a tellement peu de personnes qui courent bien. Malgré les bonnes chaussures, malgré tout. Il y a tout un tas de concepts qui ont été élaborés pour la course à pied, en aérien, réception sur l'avant-pied, etc. Il y a plein de concepts qui partent qui ne partent pas de la position d'aplomb, qui partent d'une vision habituelle du placement du corps, qui n'est pas celle qui correspond à notre architecture. Voilà, donc à partir de là, tous les concepts me paraissent, moi, erronés. Ce sont des concepts, ce sont des idées, ce sont des aménagements. Après, on voit des personnes qui courent merveilleusement bien. Quand on regarde des jeunes dans les villages africains qui courent, ou des athlètes, les athlètes aux Jeux Olympiques, il y en a certains qui ont une foulée magnifique. Oui. Je pense les Kenyans aussi, souvent, dans certains marathons. Voilà, c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Mais beaucoup, il y a déjà le problème d'un manque d'étirement. D'ailleurs, souvent, ils courent nu-pieds. Oui, il y a souvent un problème d'étirement du quadriceps qui est récurrent, un problème d'étirement des mollets. Les mollets sont souvent insuffisamment étirés. On voit, quand on regarde les gens courir au bord de Loire, ils ont le mollet très compact et les ligaments, les tendons, je veux dire, d'Achille surétirés. Et ça, nous, on a mal pour eux, parce qu'un jour, les tendons peuvent lâcher, tendinite, en fait. Tendinite, voilà. Donc, quand on a des tendinites, si ça n'est pas une rupture du tendon d'Achille. Voilà, d'autres questions? Donc, nous, vraiment, on recommande, c'est plus qu'une recommandation, l'antéversion du bassin, mais l'antéversion doit se faire avec les jambes et non pas avec une contraction du dos. Ce n'est pas une contraction du dos. Comme ce qu'on a fait dans le passage chat dos rond dos creux, ça se faisait avec les poussées des bras et des jambes, à aucun moment c'est fait avec le dos. Donc ça, c'est vraiment important. Quand nous pourrons aller dans les musées, regarder encore une fois, les peintres, ils dessinent ce qu'ils voient. Et si vous voyez la manière dont les portraits sont faits, et c'est pas que parce qu'ils posaient, ce sont des... regardez les portraits de Louis XIV, j'ai écrit récemment sur un post que même avec les talons qu'il avait, il pouvait être sur son aplomb. Regardez des scènes de chasse à courre anglaises. Comment les cavaliers sont parfaitement dans leur assiette, parfaitement antéversés. Alors que maintenant, je vois beaucoup de cavaliers qui sont en rétroversion du bassin. Alors, un mot sur la marche nordique. Il y a le meilleur et le pire aussi dans la marche nordique. Hein. Dans la marche nordique, c'est exactement comme la course. Hein. Il y a des gens qui ont une technique absolument magnifique en marche nordique, et puis il y en a des autres où il y a du travail. Hein. Ils se prennent beaucoup de chocs dans les épaules. Voilà, ils se prennent des chocs dans les épaules. Quand en marche nordique, l'épaule monte à chaque coup de bâton, c'est un peu un problème. Tiens, refais-le d'un peu plus loin. Le choc, là, vous voyez, l'épaule comme ça, qui roule comme ça. On voit beaucoup de gens comme ça en marche nordique, ils se font mal à l'épaule. Alors que normalement, ça devrait quand même être un travail du triceps, marche nordique, voilà, donc au niveau des bras. Tout ça, c'est des trucs techniques. C'est intéressant parce que ça met en jeu les deux ceintures, ceinture scapulaire et ceinture du bassin. En fait, dans tous les sports, il y a le meilleur et le pire. Hein. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui joue au golf, qui a bien compris qu'il ne faut pas le geste avec une extension lombaire à chaque swing, il va avoir un geste magnifique. Quelqu'un qui fait une initiation au golf pour la première fois, qui fait tout en flexion lombaire, le lendemain matin, on arrête de travail parce qu'il a un lumbago, hein, en fait. Hein, donc voilà. En fait, ce qu'on dit aussi, c'est vous focalisez pas sur une zone quand vous avez mal, travaillez l'ensemble du corps. Travaillez l'ensemble du corps, l'aplomb, les appuis. Oui, bien réalisé. Alors là,
très concrètement, vous donnez On des va cours, changer. vous avez des élèves qui arrivent et que vous leur demandez de s'allonger et ils ne peuvent pas s'allonger parce que dès qu'ils s'allongent, ça leur fait mal au dos. Voilà, ça souvent on a des gens au sol, ils ont tout de suite mal au dos. Tout de Bon, suite. pour ces raisons-là, on leur a mis un petit coussin sous les genoux. C'est le moindre mal, c'est-à-dire qu'on a traité le symptôme. On n'a pas traité la cause. Pire, pour protéger le dos, on leur a dit plaquez vos lombaires au sol. C'est pas pour protéger le dos, c'est pensant. Pensez protéger le dos. Mais ça ne protège pas le dos, ça aggrave au bout d'un moment. Et tout d'un coup, moi, quand je plaque mes lombaires au sol, j'ai le menton qui se soulève et je parle avec ma gorge, plus avec mon périnée. Si je parle avec mon périnée, c'est pas pareil. C'est pas la même voix. Bon, donc là, le problème, traiter le symptôme, ok, traiter la cause c'est que le poids de la jambe entraîne le bassin. Donc, il y a urgence à ce que les hanches soient parfaitement mobiles et libres de telle manière que quand vous vous allongez, quand vous êtes debout, quand vous êtes dans n'importe quelle position, que vous soyez dans n'importe quelle position, la seule chose qui change, je suis en Vajrasana, je suis en Virasana, je suis en assise, je suis assis sur une chaise, la seule chose qui change, c'est la position des hanches. Autrement dit, les hanches, c'est la clé de notre aplomb, c'est la clé de toutes les postures. Voilà, après, une autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas partir d'une image figée du corps. Souvent, dans les cours de yoga, on va partir sur un truc, bon, bah, le corps est comme ça. Non, 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 on doit avoir une action. On doit vraiment amener du bien-être aussi au corps et donner des exercices ciblés et préparatoires. On n'est pas à vouloir enchaîner les postures, on est à comprendre comment le corps fonctionne pour amener des exercices préparatoires pour justement amener une certaine libération au niveau des articulations et une compréhension du fonctionnement du corps. Le corps, c'est un cadeau, on ne sait pas s'en servir. Le yoga donne des clés. Comprenez bien que si vous voulez travailler l'articulation des hanches, ce sera plus délicat de travailler l'articulation des hanches debout avec le poids du corps que allongé sur le dos où il n'y a pas de poids. Avec ce qu'on vous a montré au début quand on testait les hanches, soit la grenouille, Supta Baddha Konasana, ou alors avec le pied où on ajoute de l'adduction. Qui est une préparation de la posture de l'arbre. Mais préparer cette posture de l'arbre sans poids sur les hanches, ce sera intéressant. Alors, voilà, Aurélie qui est venue nous voir en bilan postural. Pour ma part, l'antéversion du bassin a tout changé pour mes douleurs lombaires et hanches. Je ne peux plus m'en passer. Ah ben c'est super. Et je dois dire que moi aussi, moi j'ai connu Serge comme ça parce que j'avais mal aux genoux et j'étais en rétroversion du bassin. En 5 minutes, il a tout de suite compris pourquoi. Donc quand je dis en 5 minutes, il n'a pas guéri mon genou en 5 minutes. En 5 minutes, il a compris ce qui se passait, il m'a donné des conseils et au bout de quelques jours, déjà, j'ai commencé à avoir une amélioration. Et maintenant, j'ai adopté l'antéversion et j'ai gagné en amplitude aussi. C'est un signe que c'est un travail juste. Quand on progresse dans le yoga, ce n'est pas une idée de challenge, c'est la récompense, c'est une surprise parce qu'on a fait des exercices correctement. Pourquoi j'ai arrêté la rétroversion du bassin? Pourquoi j'ai arrêté ce que m'avait enseigné Jacques Thiebaud, qui est quelqu'un de très important pour moi, qui était rotation externe des fémurs pour recueillir les viscères dans le bassin. Pourquoi j'ai arrêté ça? Je ne bougeais pas dans mes postures. J'ai été pendant des années à étirer, à essayer, à travailler. Je ne bougeais pas. Et cette antéversion m'a libéré au niveau postural, au niveau respiratoire, au niveau du périnée, parce que je ne sentais rien dans mon périnée, c'était serré, point. Ouais, c'est pareil, voilà. C'est une libération totale. Voilà, ben... À vous de jouer. Voilà, on vous dit bye bye. On en fera un autre dans un mois, je pense, dans quelques semaines. Je ferai voter le thème. Comme ça, on ira sur les sujets qui vous intéressent. Donc, pratiquez bien. Bye bye. Au revoir.